va être interactif. Voilà, merci. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Et merci d'être venus. C'est normal. Donc, je vais vous parler de notre entreprise, notre jeu vidéo et de manière générale de l'industrie du jeu vidéo. Je pense que certains d'entre vous qui sont venus là aspirent à intégrer cette industrie. Et je vais donc vous dire ce qu'il en est réellement, puisque nous, ça fait à peu près 4 ans qu'on est les mains dedans et la réalité de la chose, on va dire. Alors, donc Castle Prod, c'est une société qui produit notre jeu Space Origin, qui est sorti depuis un peu moins d'1 an. Et en fait, on a une autre société qui s'appelle Nectar de Code, qu'on a fondée initialement. Donc Castle Prod, c'est une filiale qu'on a créée pour produire le jeu. Voilà, sachant qu'on a deux sociétés, vous comprenez pourquoi je vous dis ça après. Alors, je vais commencer par vous parler évidemment de l'industrie du jeu vidéo. En 2015, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, il faut savoir qu'une étude très récente qui est parue il y a 3 mois montre qu'il y a la moitié des Français qui jouent régulièrement, c'est-à-dire à peu près une fois par semaine, au minimum. Donc la moitié de la population, c'est assez énorme. Comparé à avant, comparé aux années 2000 ou même aux années 90, où à l'époque, le jeu vidéo c'était considéré comme une mauvaise culture, enfin même pas comme une culture en fait, comme une mauvaise pratique. On l'associait souvent à la violence, voilà. On disait que les joueurs c'était des geeks qui restaient chez eux et qui avaient finalement des problèmes limite d'associabilité. Et les mentalités, elles ont énormément évolué. C'est dû aussi au vieillissement de la population. Évidemment, la population qui était là dans les années 90, aujourd'hui, elle a 20-25 ans de plus. Et maintenant, c'est des adultes, c'est aussi des journalistes, c'est peut-être même des politiques qui ont forcément le regard qu'ils avaient quand eux jouaient. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir 50% des Français qui jouent. Et donc 67%, donc plus des 2 tiers, considèrent que c'est carrément une nouvelle culture. C'est-à-dire que le jeu vidéo, alors voilà, comme je disais, c'est dû au vieillissement de la population de joueurs, mais c'est aussi dû aux efforts qu'ont fait tous les développeurs de jeux vidéo pour sortir du modèle Pong, qui n'est pas très culturel en soi. C'est sûr. Mais voilà, et ils ont mis beaucoup d'efforts en fait, notamment dans le scénario des jeux, faire des scénarios vraiment intéressants, construits avec ce qu'on appelle un background, c'est-à-dire une histoire construite qui serait presque un livre. D'ailleurs, pas mal de jeux vidéo s'inspirent de livres. Et on a même des films qui s'inspirent de jeux vidéo. Voilà, donc maintenant, c'est vraiment rentré dans la culture. Ils ont fait aussi beaucoup d'efforts sur l'art graphique dans les jeux. On n'est plus avec des graphismes, voilà, dans les années 80 ou 90, c'était des graphismes assez pauvres. Alors, à cause de la technique aussi, parce qu'à l'époque, on avait les premiers PC qui étaient sortis et qui n'étaient pas très performants. Au début, on avait des jeux qui étaient en 16 couleurs avec de la musique sur 8 bits. Bon, c'était marrant et ça nous fait sourire, mais c'est sûr que c'était pas aussi qualitatif qu'un vinyle ou ce genre de choses. Aujourd'hui, avec la technique qui a évolué, on a beaucoup d'efforts qui sont mis dans l'art, dans le jeu vidéo, et on fait des choses vraiment très jolies, vraiment très immersives. Voilà, c'est ce qui peut expliquer que c'est maintenant normal de considérer ça comme une nouvelle culture. Et quelque chose qui est assez récent, c'est que 33% des personnes, des Français, ont déjà regardé des matchs d'e-sport. Donc c'est absolument énorme. L'e-sport, c'est regarder d'autres joueurs jouer. Et jouer de façon sportive, c'est-à-dire souvent en équipe, dans des tournois, dans des compétitions. Et là, je pense qu'on peut remercier d'abord StarCraft, qui est un des jeux qui a réussi à mettre ça, surtout dans les pays asiatiques, sur le devant des scènes médiatiques, et plus récemment League of Legends, qui est un des jeux multijoueurs les plus connus du moment, et qui, lui, a réellement fait exploser cette scène e-sport, donc en organisant des événements dignes de matchs de football. Voilà, et c'est grâce à ces jeux-là qui fait que l'e-sport c'est devenu vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais Axel Lemaire, donc notre ministre, avec sa loi sur le numérique, elle a pris en compte l'e-sport au même titre que les autres fédérations sportives. C'est-à-dire que avec cette loi, alors on ne sait pas si c'est bien ou pas bien,
Parce que forcément, quand l'État s'intéresse à quelque chose et pour le reconnaître, ça peut être aussi pour leur donner des moyens, et notamment des accès à des subventions d'État ou de collectivités plus facilement. Ça peut aussi être pour récupérer une petite part du gâteau. C'est un peu mitigé, mais en tout cas, le point positif, c'est que l'État il reconnaît l'e-sport comme du vrai sport, même si c'est pas physique, et voilà, et des compétitions d'e-sport. D'ailleurs, petite anecdote, la nouvelle loi qui s'appelle, enfin elle est un peu longue, mais on va dire la loi sur le numérique de 2015, c'est une des premières lois en France à avoir été coécrite par les Français. Alors ça n'a pas fait beaucoup de bruit médiatiquement, mais je vous le dis, Axel Lemaire et les personnes qui gravitent autour au ministère ont décidé de prendre cette loi et de la mettre sur un site internet collaboratif. Et ils ont eu énormément de contributions, je crois plus de 8000 contributions, d'internautes, de personnes comme vous et moi, qui sont allés directement modifier le texte de la loi et y ajouter leurs commentaires. Et les internautes pouvaient voter les uns pour les autres en disant oui, ça c'est intéressant, non, ça c'est pas intéressant. Donc il y a un système de débat en pour et contre. Et ils ont fait évoluer le texte de cette loi. Et le gouvernement a récupéré ça à la fin. Donc c'est passé vers octobre de cette année. Voilà, donc c'est un pas vers une démocratie 2.0 où on a vraiment une interaction beaucoup plus intéressante avec les personnes qui subissent la loi et pas celles qui font la loi, hein, on va dire. Voilà, donc ça c'est une grande avancée, je pense. Oui. Alors, donc on a parlé de comment les Français voyaient le jeu vidéo, et on peut aussi parler de comment ils utilisent le jeu vidéo, sur quelle plateforme, sur quel matériel, on va dire, ils jouent. Donc on a toujours en première position le PC. Donc le PC c'est la plateforme la majoritaire, 67% des joueurs utilisent un PC pour jouer. On a à peu près la moitié qui utilisent des consoles, quasiment la moitié qui utilisent leur smartphone pour jouer, un tiers les tablettes, et un peu plus de façon marginale les consoles portables. Donc il faut savoir que il n'y en a aucune qui supplante l'autre. Elles sont toutes en croissance. Parce qu'on a de plus en plus de joueurs, et parce que finalement, comme vous voyez, la somme n'est pas 100%. Forcément, puisque un même joueur, il va jouer à la fois sur PC, sur console, sur tablette. Et c'est ce qu'on remarque de plus en plus, ils se mettent à jouer avec plusieurs matériels différents. Et c'est pour ça que l'industrie a commencé à se tourner vers des jeux qui sont plus forcément un jeu PC ou uniquement un jeu console ou un jeu smartphone. Bon, ça c'est un peu plus discutable. Mais en gros, ils aimeraient faire des jeux qui sont multiplateformes. Et on peut jouer sur PC, et puis on peut continuer son expérience sur une tablette, ou voire sur un smartphone, ou même sur une console, et on peut même carrément jouer sur console, avec ou contre une personne qui est sur PC. Donc voilà, c'est vers là que tend l'industrie, et notamment avec des jeux vidéo qu'on appelle des jeux dématérialisés, qui sont sur le cloud. Je crois que j'en parle juste après. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué ces derniers temps? En 2008, je vais commencer par le début. Qu'est-ce qu'un jeu dématérialisé et qu'est-ce qu'un jeu qui n'est pas dématérialisé? Donc avant, quand on achetait un jeu, on allait au magasin et puis on allait acheter notre boîtier qui contenait notre CD ou nos DVD ou nos multiples DVD pour installer le jeu qui faisait des gigas et des gigaoctets. Et en 2008, c'est 80% des jeux étaient sous cette forme matérielle-là. Et seulement 20%, le chiffre est faux, il faut inverser les deux, c'était des jeux dématérialisés. Donc dématérialisé, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de boîte matérielle avec des CD-ROM. C'est un jeu qui est directement sur Internet ou sur le cloud. On peut télécharger sans être obligé d'aller au magasin. On n'a plus de boîtier physique. Et on se rend compte qu'en 2014, donc 6 ans plus tard, on a carrément un total renversement de l'industrie. Il n'y a plus que 20% des jeux qui qui sont achetés en magasin dans des boîtes ou commandés sur Internet, c'est par livret. Et on a 80% des jeux qui sont téléchargés sur des plateformes. Alors voilà, donc les plateformes de jeux dématérialisés, il y a Steam qui est la plus grosse plateforme, puis il y en a d'autres, plein d'autres éditeurs qu'on suit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette mutation d'industrie-là, elle a quand même quelque chose de très bénéfique pour les jeux indépendants, puisque je ne vous ai pas dit, mais nous sommes un studio de développement de jeux indépendants, et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors pourquoi ça nous offre des portes? Parce qu'avant, le fait que ce soit matérialisé, ça demandait un investissement énorme de mettre un jeu sur le marché.
parce qu'il fallait trouver un industriel qui voulait graver les milliers ou les millions de copies du jeu, les mettre en boîte, les distributeurs qui allaient les distribuer dans tous les magasins qui acceptent de les vendre et qui prennent leur com dessus. Voilà. Donc vous avez une logistique énorme et un accès au marché qui était vraiment compliqué. Avec le dématérialisé, publier un jeu n'a jamais été aussi simple en tant que créateur de jeu. Supprimer les intermédiaires. Voilà, créer, voilà, C'est exactement. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça ? La désintermédiation. C'est-à-dire que l'intermédiation, c'est un intermédiaire entre la personne qui produit et la personne qui achète. Et plus vous avez d'intermédiaires, plus ils se prennent de part. Il faut savoir que dans notre monde, les intermédiaires, ce sont ceux qui gagnent le plus d'argent. C'est pas ceux qui créent, c'est ceux qui distribuent. Juste passent des choses. En fait, c'est tous les intermédiaires. Voilà, donc plus on réduit les intermédiaires, moins le produit finalement est cher, ou alors plus les personnes qui le produisent prennent une marge confortable. Et ça permet aussi justement à des petits porte-monnaies, comme les studios de développement indépendants, qui n'ont pas des millions d'euros à pouvoir sortir leur jeu et le mettre à disposition du public. Donc, maintenant je vais vous parler de ce que c'est qu'entreprendre en tant que studio indépendant. Et justement, qu'est-ce qu'un studio indépendant? Tout simplement, un studio qui n'a pas d'éditeur. C'est-à-dire qu'avant, un éditeur était justement là pour vous aider à faire votre mise sur le marché, distribuer votre jeu et le faire connaître. Donc toute la notion de publicité aussi. Un studio de développement indépendant, lui, il n'a pas d'éditeur et donc il est beaucoup plus libre de faire ce qu'il veut. Et c'est important pour la créativité et pour le bien-être des créateurs de jeux d'être indépendants, je pense. Voilà, il faut savoir que il y a plus de 3/4 des studios de jeux vidéo, enfin même cette année encore même plus, je pense qu'il y en a quasi 90% des studios de jeux français qui sont indépendants, dits indépendants, donc plus d'éditeurs. Donc ça correspond à la part de dématérialiser, c'est évident. Il n'y a plus besoin de distributeurs, on peut directement vendre. Alors ça ne veut pas dire que tout est rose, parce que les plateformes de distribution comme Steam et compagnie, évidemment elles prennent un pourcentage. Mais il est toujours moindre que ce que vous auriez dû donner à un distributeur, enfin à un éditeur. Alors la réalité des studios de développement indépendants, il y en a pas mal en France, il y en a, je dirais, des centaines de petits studios comme les nôtres. Et pour vivre, en fait, ils font des prestations de services. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne font pas vraiment de jeu, mais ils vendent leurs compétences à d'autres sociétés. Et il y a 52%, donc plus de la moitié des studios qui font ça pour pouvoir survivre. Et il faut savoir qu'un studio qui a moins de 5 ans, c'est 70% de ses revenus qui reviennent de la prestation de service et non pas de ses jeux. C'est-à-dire quoi, par exemple, une prestation de service? La prestation de service, c'est tout ce qui tourne autour de la création du jeu vidéo. Donc je parlerai après des métiers du jeu vidéo. Et vous verrez un petit peu tout ce qu'on peut vendre. Ça peut être la création graphique, du développement spécifique pour des entreprises. La création de sites. Voilà, éventuellement, plein de choses, plein de prestations, toutes qui couvrent les métiers du jeu vidéo. Vous pouvez même travailler pour d'autres boîtes de jeux vidéo, ça va. Enfin, et donc, un studio qui a plus de 10 ans, il n'est plus qu'à 57% de prestations de services. Enfin, parmi les 59% qui font de la prestation. Évidemment, vous avez 40% de studios qui font plus de prestation et qui vivent de leur jeu. En gros, ça veut dire ça. Alors, ça s'explique assez facilement. Quand vous êtes un jeune studio et que vous voulez lancer votre jeu, un jeu c'est long à développer, ça met 1 an, 2 ans peut-être même. Pendant ce temps, il faut bien que vous puissiez manger, pour faire simple. Et c'est pour ça que le temps que votre jeu il sorte et il se fasse connaître, vous êtes obligé de travailler aussi à côté pour pouvoir, voilà, du travail alimentaire. Alors oui, pourquoi il y a une vidéo? Parce que je voulais vous parler de notre histoire, de notre studio, donc Nectar de Code et Castle Prod. On était 3 doctorants à l'université d'Avignon. Et on s'est connus là, en faisant notre thèse, et on avait, comme beaucoup de gens, très envie de faire des jeux vidéo. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a à peu près 7,5% de la population qui veut travailler dans le jeu vidéo, qui a vraiment envie de travailler dans le jeu vidéo. Et effectivement, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, et beaucoup d'étudiants, et particulièrement en informatique, ont vraiment envie de faire des jeux vidéo, parce que développer un jeu, c'est vraiment un truc très sympa, et c'est bien plus sexy que développer des choses pour l'industrie, par exemple. On peut vraiment se faire plaisir.
Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc notre histoire, on s'est rencontrés à l'université d'Avignon, et on s'est dit, allez, on va faire un jeu. On savait qu'on allait terminer nos thèses et qu'on n'allait pas forcément continuer dans le domaine de la recherche en informatique. On a senti que c'était le bon moment d'entreprendre. On s'est dit que si on allait commencer à chercher du travail, on allait finir dans une entreprise et continuer à travailler dans cette entreprise, gravir les échelons et dans une sorte de tunnel, sur des rails. Et si on voulait entreprendre, c'était le moment, au sortir de nos études, de se lancer. Et voilà, quand on est plein d'énergie et plein d'envie. Donc on a trouvé deux graphistes qui étaient nos amis et on les a embarqués avec nous pour voilà, commencer à créer des jeux vidéo. Alors, il y a une chose intéressante quand même, c'est que quand on... oui, non, j'en parle pas après, donc je vais en parler tout de suite. Quand on veut créer une entreprise ou un studio de jeux vidéo en général, nous on avait la chance d'avoir été rémunérés pendant nos études, parce qu'on donnait des cours et parce qu'on était en thèse rémunérés. Ce qui fait qu'à la fin de nos études, on avait droit au chômage. Et c'est quelque chose de très intéressant, le chômage, pour commencer une entreprise, parce que vous avez plein d'aides de l'État. Vous avez des exonérations notamment, et puis vous pouvez aussi maintenir votre rémunération au chômage tout en développant votre activité. C'est une sorte de filet qui est vraiment intéressant de se lancer. Parce que si vous vous lancez sans avoir le droit au chômage, vous êtes lâché dans le vide, et surtout pour des gros projets comme ça qui mettent longtemps à se développer avant d'être rémunérateur, vous avez droit à la catastrophe. À moins que vous soyez très riche et que vous connaissez quelqu'un de très riche. Un mécène. Donc, on a donc fondé une société et on a choisi à l'époque de fonder une société qu'on appelle une SCOP, une société coopérative et participative. Donc ça fait partie de l'économie sociale et solidaire, et j'aimerais vous montrer une vidéo pour que vous voyez un petit peu ce que c'est qu'une SCOP. Hop. Au fait, ta création d'entreprise, t'en es où? Je sais plus trop. Ah bon? Je crois que mon projet correspond pas au monde actuel. Bah, pourquoi? Tu sais, ça me fait penser... Parce que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est me lancer dans un projet d'entreprise, mais avec un état d'esprit différent. Et des salariés qui se sentent impliqués, tu vois. Oui, bon, d'accord, mais tu sais, tu pourrais... Mais peut-être- non, tu sais bien qu'il n'y a plus que le profit qui compte. Ça fait que l'humain n'y a plus sa place. Oui, elle regarde. En fait, tu sais ce qu'il faudrait? C'est inventer une nouvelle gestion de l'entreprise, tu vois, où l'argent serait juste un carburant, oui voilà, un moyen au service de l'entreprise qui permettrait de développer l'activité de façon responsable, de créer des emplois et surtout de faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui y travaillent progressent ensemble et en profitent ensemble. Oui, une SCOP, quoi. Une SCOP? Une société coopérative et participative. Comme toutes les entreprises, une SCOP doit être rentable pour se développer et pérenniser ses projets, mais elle a le cœur démocratique. Démocratique. S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un petit tableau? Il y a un tableau pour la France. Merci. Bon, je t'explique. Le statut SCOP s'adapte à toutes les entreprises et repose sur 4 grands principes. Primo, les salariés de SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Ils peuvent accueillir des associés extérieurs, mais sont toujours majoritaires au capital. Secondo, comme toutes les coopératives, la SCOP repose sur le partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et bien sûr des profits. Les grandes décisions sont votées en assemblée générale selon le principe une personne égale une voix. Tertio, la mise en commun des compétences et des savoir-faire au service d'un projet, quel que soit le métier et quelle que soit la taille de l'entreprise. Le but est de la faire durer pour les salariés comme pour les générations futures. Enfin, si bien sûr une coopérative peut se développer à l'international, son centre de décision reste là où elle est née. C'est par définition une entreprise du territoire. Mais si ton projet est plutôt d'utilité sociale, qu'il s'inscrit dans le développement local comme l'environnement, la culture, les énergies, la santé, il y a la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Les mécanismes sont les mêmes que pour les SCOP, sauf qu'elle permet d'associer au sein de ton entreprise tous les acteurs d'un projet. Les salariés, les bénévoles, les collectivités ou encore les bénéficiaires. Ah,
Ah, ok. Et si on est tout seul, ça marche aussi? Bah oui, bien sûr, en devenant salarié d'une CAE, coopérative d'activité et d'emploi. Tu peux tester ton projet quelle que soit ton activité. Tu auras une fiche de paye et la CAE se charge de la paperasse, la comptabilité. Bref, de quoi développer sereinement ton activité tout en étant entouré par des professionnels et un réseau de créateurs comme toi avec qui échanger. Ah bah oui, alors moi je voulais savoir justement comment on fait. Les SCOP, c'est un véritable réseau présent dans toutes les régions. Ils sont là pour t'aider. Ils t'accompagnent dès le démarrage de ton projet et ce tout au long de son développement. Ils t'apportent leur expertise coopérative, juridique, stratégique ou commerciale. Des formations adaptées à tes besoins et à ceux de l'entreprise. Voilà. Alors, des questions? J'avais une question. Oui, moi j'en ai une. Comment? C'est tout ça sur les SCOP? Ah, ça, c'est une autre histoire. Ça sera pour une autre fois, je crois. Alors, oui, monsieur. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, la SCOP, c'est une forme de société. Alors, pas vraiment une forme de société, parce qu'une SCOP, c'est une SARL ou une SAS SCOP, c'est-à-dire que c'est un statut particulier d'une société, qui repose sur des principes qui sont, on va dire, radicalement différents des sociétés classiques. Elle repose sur le partage des risques et des pouvoirs. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les personnes qui sont associées des SCOP, elles ont chacune une voix, donc elles partagent les pouvoirs, peu importe la quantité de capital qu'elles ont mis à l'intérieur. Donc si vous avez mis 1 euro, que à côté quelqu'un a mis 1000 euros, eh ben, vous avez exactement le même pouvoir que lui. Ça me paraît un peu bizarre, mais ça fonctionne. Et il y a aussi le fait qu'elle soit centrée sur son objet social, c'est-à-dire sur la finalité de l'entreprise. Exemple, notre SCOP, elle veut faire des jeux vidéo. Et bien c'est ça qui est intéressant dans la SCOP, c'est faire des jeux vidéo. Après, qui est-ce qui est à la tête de la SCOP, quel est son intérêt personnel, ça passe au second plan. Le premier plan, c'est travailler ensemble pour faire des jeux vidéo. Et le troisième pilier, c'est le travail, c'est-à-dire que la SCOP, elle va rémunérer le travail principalement, et elle ne va pas forcément rémunérer le capital. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de capital dans l'entreprise que vous serez rémunéré. La grande majorité des SCOP, elles rémunèrent en fonction du travail. C'est un petit peu une forme d'intéressement, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est proportionnel à votre salaire et non pas à votre capital. Donc dans une SCOP aussi, tous les salariés finissent par devenir associés. C'est-à-dire finissent par avoir une voix au conseil. Donc quand vous c'est une logique. Et d'ailleurs, il y a pas mal de SCOP qui disent clairement, si vous voulez pas devenir associé, vous partez. C'est-à-dire que si vous y travaillez, c'est pour aller avec la société dans le but de la société. Donc ça paraît un peu utopiste et un peu limite anticapitaliste comme procédé. Et on pourrait se dire que c'est anecdotique, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a beaucoup de SCOP en France. Il y a plus de 2000 entreprises qui sont en SCOP. Et il y a d'ailleurs de très grosses SCOP qui existent sur le territoire. Il y en a une qui s'appelle le Chèque Déjeuner, que vous connaissez sûrement, c'est le concurrent du ticket restaurant, il y a aussi, dans notre domaine du jeu vidéo, une entreprise qui s'appelle Motion Twin, qui est basée à Bordeaux et qui fait de très bons jeux et un des leaders du jeu web en France. En tout cas. Et la plus grosse SCOP qu'on a sur le territoire, elle s'appelle Acom. Elle travaille dans le domaine électrique, électronique, et elle emploie 1400 personnes et elle a carrément des filiales dans les autres pays. C'est un très grand groupe. Et donc dans cette entreprise, effectivement, il y a 1000 personnes qui sont à la tête de la société, parmi les 1400 salariés. Ce statut aussi, il est reconnu totalement par l'État et il est même encouragé. C'est-à-dire que l'État, il va donner des avantages fiscaux aux SCOP, et notamment des exonérations de pas mal de taxes et pas mal d'impôts. Voilà, donc c'est plutôt bien, et ça nous a assez séduit quand on a commencé à développer notre activité, puisque nous, on était vraiment dans cet esprit-là. On sortait de nos études, on n'avait pas de capital important, on avait juste nos compétences, et on voulait, ensemble, avec ces compétences, faire un projet. Et du coup, la SCOP s'est imposée, et puis en plus, elle correspondait à notre mode, elle correspond toujours d'ailleurs, à notre mode de pensée. Voilà.
Donc maintenant, je vais parler probablement un peu plus de ce pourquoi vous êtes venus, c'est-à-dire comment on fait des jeux vidéo. Pour faire un jeu vidéo, la première phase, c'est déjà d'avoir une idée intéressante de jeu, c'est ce qu'on appelle en gros le game design, c'est-à-dire designer, inventer le jeu, qu'est-ce que ça va être, ses mécaniques, et une fois que vous avez cette idée-là, il faut la tester, et en général on fait un prototype. Donc c'est un petit jeu vite fait, tout moche, mais qui fonctionne à peu près, et qui permet de tester en conditions réelles, tout seul ou avec d'autres joueurs, voir si vraiment c'est fun, s'il y a quelque chose, parce que le but pour qu'un jeu fonctionne, il faut vraiment qu'il soit fun et qu'il soit intéressant pour le joueur. Et donc le prototype va permettre de déterminer ça, et de faire éventuellement des ajustements pour voir si on peut arriver à sortir quelque chose de fun. Et une fois qu'on a un prototype qui fonctionne bien, et qu'on est sûr de nous, on va attaquer la phase de développement. Et donc là, on va faire intervenir plein de métiers que je parlerai après, et on va construire le jeu, créer le jeu de A à Z, pas forcément jusqu'à Z, parce que pendant le développement, vers le milieu du développement, on va dire, ou vers la fin, ça dépend des choix des entreprises, on fait des tests. C'est-à-dire qu'on va inviter des joueurs à tester notre jeu, et on va regarder comment ils réagissent face au jeu, et on va leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Donc on dit qu'on peut faire des alpha-tests et des bêta-tests. La différence, c'est qu'un alpha-test est fait sur un jeu qui n'est pas fini d'être développé au niveau de ses fonctionnalités, c'est-à-dire qu'il manque carrément des morceaux du jeu, mais on veut quand même tester les fonctionnalités actuelles, pour voir si ça fonctionne bien, et éventuellement s'il y a des gros bugs qu'il faut corriger. Et une fois qu'on a tout développé, on a toutes les fonctionnalités, là on va commencer à faire des bêta-tests, c'est-à-dire qu'on va faire jouer des joueurs et on va juste se concentrer sur la correction de bugs. On ne va pas rajouter des choses. Le jeu est complet, il faut juste le débugger pour qu'il soit parfaitement stable quand il sortira. Et une fois qu'on est satisfait, on peut finalement le sortir publiquement. J'ai mis $1 en icône parce que c'est là où il devient rémunérateur, mais ça coûte aussi de l'argent un peu de le sortir publiquement. C'est à ce moment-là qu'on sait s'il va fonctionner ou pas au final. Voilà. Donc je vais vous parler des métiers maintenant qui tournent autour de la création de jeux vidéo. Donc vous avez les game designers, qui sont très peu nombreux puisque voilà, c'est une petite équipe au final qui va décider, qui va trouver l'idée et qui va voir comment est-ce que ça peut être intéressant, quelle mécanique je vais mettre pour que le jeu soit bien. Vous pouvez avoir aussi des rédacteurs qui vont écrire le background, l'histoire, qui va donner la trame au jeu. En face de ça, vous avez tout ce qui touche à l'art, donc des graphistes 2D, donc qui vont faire des jolis dessins. Vous avez des graphistes 3D, qu'on appelle modélisateurs 3D, et eux, ils vont construire des objets en 3 dimensions. Et ils vont ensuite leur appliquer des matériaux ou des textures, voilà, pour les rendre jolis. Et juste après leur travail, si par exemple c'est des personnages ou des éléments de décor qui sont censés bouger, vous avez aussi une partie de ces personnes qui travaillent en 3D qui travaillent sur de l'animation. Donc ils vont faire bouger les éléments. En général, la personne qui crée le modèle en 3D, il va lui faire un squelette qui est comme ça. Et après, les animateurs, ils vont commencer à animer ces choses-là. Vous avez évidemment des musiciens qui vont faire la musique, les bruitages. Éventuellement, si vous avez des parties narratives dans votre jeu, vous pouvez aussi faire les dialogues. Voilà, donc on se retrouve avec une super idée, une super histoire, des super graphismes et des super sons. Et il faut mettre tout ça pour que ça fonctionne. Et donc entre les deux, on a les développeurs. Donc eux, ils vont coder des lignes pour que tout ça fonctionne ensemble, pour coder réellement les mécaniques, expliquer à l'ordinateur comment on se sert du jeu, faire les interfaces avec les manettes, etc. Voilà, quand j'appuie sur avant, ça nous fait avancer. Si je rencontre un mur, je prends le mur. Ce genre de choses sont faites par les développeurs. Alors souvent, ils s'appuient sur des choses existantes, des frameworks existants qui sont faits pour faire des jeux et qui contiennent déjà plein de choses déjà précodées, notamment les collisions avec les murs. Ça pas besoin de l'expliquer, ça le fait tout seul. Voilà. Et on a les level designers. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont pas dessiner, mais concevoir le jeu, les différentes briques de jeu, toute l'histoire de A à Z. Ils vont construire les niveaux, ils vont placer les éléments, ils vont donner des petits challenges aux joueurs. Si on pense à un jeu de plateforme, il
faut sauter sur l'autre plateforme en évitant un machin qui peut nous tuer en passant, bah voilà, ça fait partie du level design, construire tous ces éléments et les placer. Donc ils se servent des graphismes, des développements qui codent les mécaniques pour fabriquer des niveaux et pour fabriquer tout le jeu. Et derrière eux, il y a les testeurs. Alors c'est parfois les mêmes personnes qui testent, mais des fois il y a des testeurs qui font que tester. Et donc eux, ils vont jouer au jeu et ils vont voir si c'est marrant. Voilà, donc en gros, c'est tous les métiers qui tournent autour de la création de jeux vidéo. Je ne parle pas de la partie marketing ici, je parle vraiment du développement d'un jeu vidéo. Voilà. Donc oui, toute chose importante, il y a quelque chose qui est un peu compliqué à faire dans un jeu, c'est l'équilibrage. Donc à la fois équilibrer la difficulté du jeu, il ne faut pas que ce soit trop difficile, sinon les joueurs ils se lassent, ils ne jouent pas. Il ne faut pas que ce soit trop facile non plus, parce que les joueurs ils vont se lasser, quoi. C'est trop facile. Avoir une justice. Bon, après il y a beaucoup de jeux qui définissent des niveaux de difficulté, comme ça vous pouvez choisir en fonction de votre profil. Et il y a aussi l'équilibrage. Si vous faites un jeu multijoueur, où les joueurs vont commencer à se taper dessus, où ils sont en compétition, et là il faut que ce soit bien équilibré pour pas qu'il y ait un joueur qui puisse devenir beaucoup plus fort qu'un autre en utilisant un coup spécial. Et voilà, donc il faut vraiment équilibrer ça pour que les joueurs aient l'impression que ce soit un jeu juste et intéressant. Voilà, et donc tout ça, c'est le game designer avec les level designers et les testeurs qui vont s'occuper de vraiment rendre le jeu équilibré et intéressant. Donc les 3 piliers selon moi pour qu'un jeu vidéo fonctionne bien au niveau de sa création, c'est qu'il faut avoir une idée qui soit bonne et qui soit fun, intéressante pour les joueurs. Il faut avoir un code, bon c'est résumé mais en gros qu'il n'y ait pas de bug dans le jeu, que les niveaux ne soient pas complètement buggés, donc le jeu se passe bien. Et il faut avoir des graphismes et des musiques qui soient attrayantes. Voilà, il faut vraiment ces 3 éléments, ces 3 piliers. S'il y en a un qui est faible, c'est une catastrophe. Si jamais vous avez l'idée qui n'est pas bonne, personne ne va jouer à votre jeu vidéo. Si jamais vous avez un jeu vidéo qui plante, vous allez avoir des critiques terribles et tout le monde va s'en aller. Et si vous avez un jeu vidéo qui n'est pas attrayant graphiquement, c'est pareil. Donc ça demande, voilà, l'industrie du jeu vidéo a fait qu'on a des techniques tellement élevées maintenant que pour sortir un jeu attrayant, on place la barre assez haut. Ouais. Mais d'un autre côté, on a des outils qui nous permettent, même des petits studios avec 2 ou 3 personnes qui arrivent à faire des trucs magnifiques aujourd'hui. On a vraiment des outils à la pointe de la technologie. Il faut dire que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a poussé, je ne vais pas vous perturber avec ça, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui a poussé l'industrie à évoluer bien plus vite que ce qu'elle aurait évolué initialement. Les PC qui sont sortis dans les années 80-90, tout le matériel de ces PC qui était destiné à des particuliers, s'ils ont autant évolué en puissance de calcul, en nombre de couleurs, en taille d'écran, etc., c'était principalement à cause du jeu vidéo. Parce que pour une utilisation bureautique, vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est vraiment le jeu vidéo qui a poussé les industriels à sortir des cartes graphiques qui pouvaient gérer de plus en plus de choses, de plus en plus de 3D avec plein de facettes, etc. Enfin, voilà, c'est ça qui fait évoluer la technique. Alors, un conseil, si vous vous lancez dans la création d'un jeu vidéo, c'est simplifier. C'est vraiment, pour moi, le conseil majeur que je peux vous donner d'expérience et de l'expérience de tous les autres créateurs de jeux vidéo. En général, quand on se lance pour la première fois dans le jeu vidéo, on veut faire quelque chose de trop compliqué. On veut faire un jeu et puis on commence à lui dire ah ce serait génial si on pouvait faire ci, si on pouvait faire ça, si on pouvait faire plein de trucs. Alors on peut finalement tout faire dans notre jeu, c'est génial, mais c'est un projet beaucoup trop ambitieux. Et on a exactement commencé comme ça. Quand on s'est sorti, quand on était en fin de thèse et qu'on a voulu faire un jeu vidéo, on a commencé à travailler sur une idée de jeu. Donc on était 3 avec les 2 graphistes, A5, et c'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre impossible à développer et impossible à sortir. Parce qu'il était beaucoup trop compliqué. Et donc, il faut vraiment, quand vous avez une idée, la simplifier au maximum pour en sortir l'essence et le truc qui fait vraiment que ça va être fun et que ça va être bien. C'est ce qu'on peut appeler le MVP anglo-saxon, qui est le minimum viable product. C'est-à-dire le produit minimum viable qui va vous permettre de commercialiser cette chose et qui va faire que les joueurs ils vont l'acheter. Parce que c'est ce cœur, c'est le cœur du jeu. Et les gens qui vont regarder cette chose-là, les tout premiers,
c'est ce qu'on appelle les early adopters, c'est ceux qui vont découvrir votre jeu et qui vont dire oui, ça c'est génial, et ça je suis fan de ça. Et ces gens-là qui vous rejoignent au début de la création de votre jeu vidéo, qui vont commencer à participer à vos phases d'alpha-test et ensuite à vos phases de bêta-test, c'est une communauté qui est très importante, qui va être attachée à vous, qui va jamais vous lâcher, enfin sauf si vous faites vraiment si vous faites n'importe quoi, ils vont partir. Mais en tout cas, ils sont très attachés à votre jeu et c'est grâce à eux que vous allez pouvoir le faire évoluer et vous donner plein de conseils, plein de ressentis. Et en prenant leurs idées, vous allez pouvoir faire quelque chose de vraiment bien. Et c'est vraiment la philosophie qu'on a pris pour Space Origin, d'être à l'écoute de la communauté et de prendre en compte tous leurs retours pour essayer d'améliorer le jeu. Alors, pour revenir sur Terre, créer un jeu vidéo, ça coûte beaucoup d'argent. Comment on fait pour obtenir cet argent? Donc je vous le disais, beaucoup de studios de jeux vidéo travaillent à côté sur des prestations pour vivre et pour autofinancer leur jeu. Donc c'est notre cas. Et l'autofinancement, ça peut aussi être, vous avez déjà sorti un jeu vidéo et ces recettes vous permettent de créer le prochain. Voilà. Ou alors vous faites appel à des fonds privés qui vous donnent plein d'argent pour commencer à développer, mais ensuite qui veulent vous serrer la part des gâteaux. Voilà. Et donc 80% des studios français font appel à de l'autofinancement. Ça peut être aussi un prêt bancaire. Voilà. C'est toute forme de financement de soi-même. Les aides publiques, 50% des studios font appel aux aides publiques. Donc c'est principalement le fonds d'aide aux jeux vidéo, qui est une subvention de l'État, le crédit d'impôt aux jeux vidéo, un crédit d'impôt, et éventuellement des aides régionales. Alors il faut savoir que pour le FHJV et le CIJV, c'est des aides qui sont données lorsque vous commencez votre projet. C'est-à-dire que votre projet, il n'est pas encore commencé, qu'il faut demander ces aides. C'est assez important parce que nous, on est passé à côté, vu qu'on n'était pas au courant que ces subventions existaient. On a commencé à développer notre produit. Et puis quand il était un peu développé, on a découvert ça, on est allé les voir en disant on aimerait bien avoir cette aide de l'État. Et ils nous ont dit mais c'est pas possible, votre projet il est presque fini. C'est pas à ce moment-là. Bon, c'est un peu idiot, mais voilà, faut les connaître. Et c'est un petit coup de pouce intéressant. Alors après, la France n'est pas ultra bien placée au niveau de l'investissement dans les jeux vidéo. Le Canada fait beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là, même si ces dernières années, il a un peu levé le pied là-dessus. Et enfin, on a la troisième source de financement, qui est le financement participatif, qu'on appelle le crowdfunding. Et là, il n'y a que 12% des studios qui font appel à ce financement. Et donc avec tout cet argent-là qui viennent soit d'autofinancement, soit des aides publiques ou d'autres financements, en gros, il y en a 88% en moyenne dans les studios qui vont sur la production du jeu, donc on crée le jeu avec la majorité de cet argent, et une petite partie qui va servir